19h45. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. C'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité, ce soir, tension à l'approche des élections locales après le PUDUS pour la charte de non-violence. Le collectif des évêques, imams et oulémas du Sénégal s'associe au combat. Qu'en pensent les Sénégalais? Des réactions à suivre dans ce journal. En santé, près de 300 patients ont bénéficié d'une prise en charge médicale, le fruit d'une collaboration entre Locafrique et le docteur Michael Obeng. Différentes interventions réalisées, reconstruction des tumeurs de la tête et du cou, chirurgie reconstructive des bras, chirurgie reconstructive mammaire, entre autres interventions au sujet de Aliou Sow à suivre également dans cette édition. La localité à découvrir ce mercredi est située dans l'arrondissement de Niodior, c'est dans le Sine Saloum et c'est la communauté rurale de Bassoul fondée en 1097. Immersion dans le village natal de Yahya Diop Yekini. Adamassara va nous servir de guide en fin d'édition. Voilà pour les titres de développement, c'est juste après ceci. C'est officiel, le Thiéboudjen est inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité ce 15 décembre 2021. Le Thiéboudjen, l'origine de ce plat est attribuée à Penambaye, une cuisinière de la ville de Saint-Louis du 19e siècle selon l'UNESCO. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Et puis en politique locale de janvier 2022, après la charte de non-violence proposée par le cadre unitaire de l'islam, le collectif des évêques, imams et oulémas du Sénégal s'associe au combat. Ils veulent tous des élections apaisées en janvier 2022, ce qui pousse des Sénégalais à inviter les politiques à adhérer à cette charte. Reportage dans les rues de Dakar, Younoussa Gueye. Des scènes de violence fréquentes notées à l'approche des élections locales ont poussé les religieux à monter au créneau. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal a emprunté son bâton de pèlerin à la rencontre de toutes les coalitions politiques pour des élections apaisées. Les citoyens rencontrés dans les artères de Dakar apprécient l'initiative. Personnellement, j'apprécie la démarche du QDUS parce que tout simplement, ils ont lancé un appel à la paix et toute personne qui cultive la paix doit être vraiment soutenue. C'est vraiment louable. D'ailleurs, toutes les opérations qui visent à fédérer les acteurs politiques en cette veille des élections méritent l'adhésion de tout le monde. Sur le refus d'adhésion manifeste de certaines coalitions à la charte pour la non-violence, à l'initiative du QDUS, Morfar Ndiaye parle d'irresponsabilité et appelle à la retenue. Je l'apprécie, c'est une bonne chose. Mais malheureusement, il y a des brebis galeuses qui ne veulent pas signer ce pacte-là. Or, c'est grave. Quand des gens se lèvent, surtout que des gens qui s'activent dans le mouvement islamique, qui maîtrisent vraiment l'islam, qui maîtrisent tous les tenants et les aboutissants dans la religion, ils se donnent la peine pour rédiger un texte, pour faire le tour de tous les acteurs politiques, pour leur demander de signer ça, pour qu'il y ait plus de violence, surtout que en direction, dans la perspective des élections locales. Mais tout le monde doit le signer. On doit même le signer avec des yeux fermés. À moins d'1 mois de la campagne électorale, des appels pressants à la paix se multiplient. Le 20 décembre prochain, les évêques, imams et oulémas du Sénégal feront face à la presse pour appeler à la concorde et la paix pendant la période électorale. Younoussa Gueye, le Conseil sénégalais des femmes, lui aussi, a entamé une plaidoirie pour le respect de la loi sur la parité lors de ces locales de janvier 2022. Le COSEF veut également des élections réussies et apaisées sur la question. Une rencontre s'est tenue ce matin. C'était en présence de nos reporters Momodou Dian et Sidignan. Le Conseil sénégalais des femmes plaide pour le renforcement des liens entre les candidates aux séances locales. Le COSEF mobilise ses troupes à côté d'ONU Femmes pour accompagner les têtes de liste et participants aux élections municipales. À travers des formations, à travers l'accompagnement, parce que c'est ce que nous faisons depuis des années, depuis 25 ans que le COSEF existe,
à travers justement les représentantes des partis politiques, les représentants des organisations syndicales, les représentants de la société civile. Donc nous les accompagnons, on identifie avec elles les besoins vraiment spécifiques dont elles souhaiteraient être accompagnées et nous les accompagnons dans ce sens. 150 candidats au poste d'élu local ont répondu à cet appel du COSEF. Un moment de sensibilisation et de plaidoirie pour le respect de la loi sur la parité. Absolument. Je pense que le premier défi du COSEF a été justement de se battre pour avoir la parité. La loi sur la parité qui a été votée en 2010. Et cette loi a été appliquée juste après les élections, je pense c'est 2014-2017. Nous avons évalué et nous nous sommes rendus compte que la loi a été respectée, mais il y a eu beaucoup de défis à relever. Et ce sont des défis encore qui existent pour que nous puissions avoir une parité parfaite. Le Conseil sénégalais des femmes élabore un programme pour les élections locales en perspective. Parallèlement, un cadre d'échange sur l'instauration d'un climat social de paix pour un processus électoral inclusif, réussi et sans violence. Pendant ce temps, les étudiants de l'UGB étaient dans la rue ce mercredi matin en guise de soutien à leurs camarades de l'université Alioune Diop de Bombay. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont bloqué ce matin la route nationale numéro 2 menant vers le Fouta pendant plusieurs heures avant l'intervention des éléments de la gendarmerie nationale. Les échauffourées entre les forces de l'ordre et les étudiants ont occasionné plusieurs blessés du camp des pensionnaires de la deuxième université du Sénégal. Et nous restons dans la vieille ville. Sur place, la gouvernance foncière était au menu d'une rencontre dans le nord du pays. 7 communes de la région de Saint-Louis ont participé à cette réunion et c'est dans le cadre du projet Agriculture, Femmes et Développement, AgriFed, l'objectif faciliter aux femmes l'accès à la terre. Correspondance Momar Alisnia. Favoriser l'accès à la terre pour les femmes, tel est l'objectif du projet d'appui aux femmes dans l'agriculture et le développement durable. Initié par ONU Femmes et BNP Paribas, ce projet est mis en œuvre par l'Agence régionale de développement de Saint-Louis qui vient de réunir 7 communes concernées pour échanger sur des chartes déjà élaborées. Nous nous sommes réunis aujourd'hui avec les maires de 7 communes bénéficiaires de cette initiative, notamment l'élaboration des chartes locales sur la gouvernance foncière, qui est une composante du projet AgriFed, qui cherchait à aider les collectivités territoriales de rendre beaucoup plus inclusive leur approche d'affectation et de gestion foncière. Une initiative qui est très bien saluée par les agricultrices. On a discuté sur les chartes, sur les quotas qu'on doit affecter au groupement de femmes, et même sur la sécurisation de nos terres et de l'identification de que chaque groupement de femmes qui possède des terres se rapproche de son collectivité pour sa sécurisation et son enregistrement. Ces échanges ont permis de mettre en exergue les difficultés que les maires rencontrent dans la désaffectation des terres. Ce n'est pas parce que les maires ne veulent pas désaffecter, mais c'est qu'ils sont quelquefois dans l'embarras de pouvoir désaffecter parce que le concept juridique n'est pas très précis par rapport à la désaffectation. Et ce qui fait que ça pose beaucoup de problèmes aux maires pour pouvoir désaffecter. Les autorités territoriales, les agriculteurs et les responsables de l'ARD espèrent que l'application des recommandations de cet atelier permettra une meilleure gouvernance foncière dans la région. Momar Alisnia, dans le cadre de la réduction du taux de chômage au Sénégal, à Diourbel, 300 femmes ont bénéficié d'une formation de renforcement de capacité, une initiative de l'ONFP, l'Office national de formation professionnelle, entend ainsi accompagner les jeunes et les GIE, groupements d'intérêt économique. Diourbel, la correspondance de Gorandak Loho. Plus de 300 jeunes ont eu à bénéficier d'une formation de renforcement de capacité dans différents secteurs. Dans la capitale du Baol, le directeur de l'Office national de formation professionnelle annonce que plus de 400 jeunes ont été formés. Ces formations ont été déroulées donc, par l'Office national de formation professionnelle au bénéfice
de 360 femmes issues de la commune de Diourbel. Il s'agit donc de formation d'abord pour ces femmes, mais il faut noter aussi qu'au cours de cette année 2021, il y a pratiquement 400 jeunes qui ont été également formés à travers donc, le programme des navettantes de la formation avec l'ODECAV. Et nous avons aussi eu à former 260 personnes donc, à travers les artisans qui sont au niveau de la commune de Diourbel. Dr Souleymane Soumaré d'ajouter que les groupements d'intérêt économique vont aussi bénéficier du matériel pour booster leurs activités génératrices de revenus. Ils ont du matériel parce que quand nous finissons les formations, le matériel qui est utilisé pour les former est laissé donc au niveau de l'association et elle utilise ce matériel pour continuer la production. S'il s'agit de savon, s'il s'agit de jus de fruits, donc ils continuent la production et ils en font une activité génératrice de revenus. Dans ce même sillage, le directeur de l'ONFP annonce également d'autres projets et l'ouverture prochaine d'antennes régionales pour accompagner la formation des jeunes du pays. À travers la territorialisation de la formation professionnelle, l'Office national de formation professionnelle a enclenché depuis pratiquement 3 ans la construction d'antennes au niveau régional. Nous avons déjà fini de construire au niveau de Saint-Louis. Il y a aussi un projet qui est en cours au niveau de Kaolack. Et à Diourbel, nous venons de finaliser l'appel d'offres et les travaux devraient démarrer incessamment. À Diourbel, le directeur de l'Office national de formation professionnelle invite les jeunes à se tourner vers la formation qui, selon lui, reste nécessaire pour réduire le taux de chômage. Je vous le disais tantôt, Santé Locafrique au service des populations sénégalaises en collaboration avec le docteur Michael Obeng. Ils ont offert des soins à des Sénégalais. Des interventions chirurgicales ont été réalisées en l'espace de 10 jours. 293 patients ont été suivis, dont 111 opérations, nous dit Aliou Sowa. Une centaine de patients a bénéficié d'opérations chirurgicales, des opérations gratuites avec des résultats positifs. Durant ces 10 jours, nous avons opéré 111 patients. Toutes les opérations ont réussi. Actuellement, une seule patiente est en soins intensifs. En 14 tours d'horloge, des chirurgiens regroupés dans 9 blocs opératoires ont fait plusieurs interventions avec des pathologies différentes. Les pathologies sont différentes. Nous sommes intervenus entre autres sur la tumeur du cou, des brûlures, sur la chirurgie du cancer du sein, sur l'excision des lipomes et des ambiguïtés génitales. Les opérations étaient fastes car nous commençons les opérations à 8 heures pour terminer à 22 heures. Nous avons aussi utilisé 9 blocs opératoires. Pour le suivi, les malades vont être pris en charge à l'hôpital principal de Dakar. Les malades vont être pris en charge. Donc, rassurez-vous, il n'y aura aucun problème pour le suivi. S'il y a aussi des complications, nous ferons le tout pour partager les informations avec nos collègues des États-Unis. Le docteur Michael Obeng, qui a piloté le programme, souhaite ouvrir un hôpital de chirurgie en Afrique pour renforcer le capital humain. Aliou Sow, autre aspect de l'actualité, lancement de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. C'était hier au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, éducation des enfants aux valeurs et à la diversité culturelle, tout le sens de cette 15e édition. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de la Femme et de la Famille, Maïmouna Sissoko Khouma, et la directrice nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Je vous propose de l'écouter. Elle est avec Babacar Sek. C'est une semaine véritablement qui nous permet de promouvoir la politique nationale de développement intégré de la petite enfance, mais de susciter également une participation marquée des partenaires et des acteurs. C'est un cadre également organisé qui permet la rencontre entre les parents et les acteurs de la petite enfance. Mais ça nous permet également d'avoir un cadre de brassage culturel
entre les tout-petits venus de toutes les régions du Sénégal. Le comité scientifique a proposé cette année, pour cette 15e édition, un thème qui tourne autour des valeurs culturelles du Sénégal. Alors, le thème, c'est Tagat Toutanki, ngir waajal seeni ubbeeku ci àdduna ëllëg. Donc, c'est pour véritablement rappeler l'importance de nos valeurs, des valeurs du Sénégal. Et l'agence avait déjà engagé ce chantier-là avec l'élaboration de guides pour l'éducation religieuse, de guides d'éveil psychosocial, de programmes également national d'éducation parentale. Donc tout ça, ce sont des chantiers véritablement qui ont un trait à l'éducation aux valeurs. Mais cette semaine va nous permettre de renforcer davantage la sensibilisation et le plaidoyer pour que les parents, les éducateurs, les conseillers familiales, les bajenu gox, les relais communautaires, les collectivités territoriales, que tous s'engagent pour que cette éducation aux valeurs soit une réalité. Et nous restons avec les tout petits. Les fêtes de fin d'année se profilent et qui dit fin d'année pense certainement aux cadeaux. Ce qui fait l'affaire des vendeurs de jouets. Ces derniers font-ils attention aux exigences de classification et d'étiquetage des produits chimiques? La réponse avec Aïssatou Kana. Les jouets et leurs composants ne doivent avoir aucune substance cancérigène ou allergique. La plupart doivent être conformes aux normes. Un vendeur dans son stand de jouets en est bien conscient. Vous voyez, c'est inscrit sur la boîte, c'est homologué et c'est bien emballé. Les enfants ne risquent rien. Pourtant, ce critère sanitaire et sécuritaire exigé est méconnu de beaucoup. Ce vendeur n'y prête même pas attention. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je ne remarque pas ces détails. Moi, je ne fais que vendre et espérer écouler tous les produits. Dans un autre stand de jouets, la vendeuse veille aux exigences des clients. Parce qu'il y a des jouets parfois du concert. Les enfants mettent souvent les jouets dans leur bouche. Ils peuvent avoir des allergies. Nous vérifions si les jouets répondent aux normes et que les accessoires ne puissent blesser les enfants. Nous veillons aussi sur la propreté. D'ailleurs, certains n'ont jamais reçu de cadeaux pour devoir subir les conséquences néfastes de certains jouets. De toute façon, moi je n'ai jamais reçu de cadeaux. Mes parents n'avaient pas cette culture. Dans ces conditions, les parents réclament au ministère du Commerce de mettre à leur disposition des jouets plus responsables et sains pour le bien-être de leurs enfants. Aïssatou Kane, il n'y a aucun système de normalisation des jouets au Sénégal, mais la mise en place d'une norme pour interdire la circulation de jouets néfastes est en vue. C'est le chef de la division de la sécurité des consommateurs qui donne l'information, Mortar Samb, que je vous propose d'écouter au téléphone d'Aïssatou Kane. En l'état actuel de la réglementation, au Sénégal, il n'y a pas de normes qui parlent spécifiquement des jouets. Alors, ce que nous faisons, il faut comprendre que l'élaboration des normes, c'est l'association sénégalaise de normalisation qui élabore les normes. Au sein de cette association-là, il y a des comités qui élaborent une norme. Et si un département ministériel estime que cette norme-là est d'une importance capitale, cette norme est rendue obligatoire. Donc, au préalable, une norme est d'application volontaire. Tant qu'elle n'est pas rendue obligatoire par un arrêté ou par un décret, les fabricants n'ont pas l'obligation de s'y conformer. Même dans l'espace Union européenne, c'est très difficile de trouver une norme qui parle spécifiquement des jouets. Mais nous sommes conscients de cela et nous travaillons à élaborer une norme. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de contrôle. En fait, un contrôle est exercé sur ces jouets-là. Déjà à l'entrée, avec la douane, tout produit qui entre au Sénégal, en principe, doit avoir une facture. Ensuite, une fois entré sur le territoire, il y a les services de commerce qui font des contrôles sur ce produit-là. Souvent, on nous signale des substances dangereuses pour la santé. Dans ces cas pareils, nos services de contrôle se déploient sur le terrain pour enlever ces produits des circuits de distribution.
Et nous parlons toujours des sanctions, cette fois-ci des sanctions infligées aux opérateurs de téléphonie mobile par l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. On en reparle après la sortie des opérateurs de téléphonie mobile. C'est au tour de l'association des clients et sociétaires des institutions financières de réagir. L'ACSIF lave à grande eau la RTP. Son président, Famara Ibrahim Sissé, que je vous propose d'écouter au micro de Abdou Khadim Chama. Ces opérateurs sont dans la manipulation et l'amalgame. Les tests ont été clairs et n'ont pas été contestés. C'est de l'argent du contribuable qu'ils doivent payer. Le temps de le payer, ça peut être aujourd'hui. Ce n'est pas parce que des élections se profilent à l'urgence qu'ils veulent semer le doute, l'amalgame pour ne pas payer. L'objectif de l'ACSIF, c'est qu'ils payent pour que cet argent entre dans les caisses de l'État et serve à soulager les élèves qui vivent dans les abris provisoires et les femmes qui meurent parce qu'il n'y a pas de poste de santé dans leur localité. Ces gens-là sont dans la manipulation. Et le peuple sénégalais n'acceptera pas qu'on manipule l'opinion pour tout simplement échapper au recouvrement des pénalités. Ces pénalités-là seront recouvrées et seront mises dans les caisses de l'État pour servir à soulager les usagers qu'ils payent parce qu'ils ont manqué leur exigence qui se trouve dans leur cahier de charges. L'actualité sur ITV, c'est aussi ce qui se passe hors de nos frontières. Une page internationale présentée par Adama Adouchkaba. Nous démarrons avec cette alerte de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a de nouveau tiré la sonnette d'alarme, affirmant qu'aucun variant du Covid-19 ne s'est propagé jusqu'à présent aussi rapidement qu'Omicron. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, l'OMS appelle à utiliser tous les outils anti-Covid pour éviter que les systèmes de santé ne soient rapidement submergés. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, déclare que 77 pays ont maintenant signalé des cas d'Omicron, mais la réalité est que le variant se trouve probablement dans la plupart des pays, même s'il n'a pas encore été détecté. Au Mali, le président de transition Assimi Goïta va rencontrer son homologue français Emmanuel Macron. Cette rencontre prévue ce 20 décembre intervient alors que les relations entre Paris et Bamako ont été tendues ces derniers mois. À noter aussi qu'il s'agit de la première rencontre entre les deux hommes depuis le putsch en mai 2021. 10 jours plus tard, Paris avait annoncé la suspension des opérations conjointes avec les forces maliennes, avec lesquelles elle coopère depuis des années contre les djihadistes. La Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud a ordonné la réincarcération de l'ex-président Jacob Zuma. Cette décision annule la liberté conditionnelle dont il bénéficiait pour raison médicale. L'ancien chef de l'État, âgé de 79 ans, purge une peine de 15 mois de prison pour outrage à la justice après avoir refusé de comparaître devant une commission d'enquête sur des soupçons de corruption sous son régime de 2009 à 2018. Il a donc été incarcéré depuis juillet dernier, mais s'est vu accorder une remise en liberté conditionnelle début septembre après avoir été hospitalisé pour une intervention chirurgicale. Et nous terminons aux États-Unis. Le policier Derek Chauvin, condamné pour le meurtre de George Floyd, a plaidé coupable de violation des droits conditionnels. Il est comparu ce mercredi devant un tribunal fédéral américain. L'ancien agent de 45 ans, qui était resté agenouillé sur le cou de la victime pendant près de 10 minutes en mai 2020, n'avait jusque-là jamais admis aucun tort dans la mort de George Floyd. Je le rappelle, à l'origine des plus grandes manifestations antiracistes depuis des décennies aux États-Unis. Place à présent à la dernière note de cette édition, la rubrique découverte. La localité à découvrir aujourd'hui, l'île de Bassoul, à 3 heures de pirogue du département de Foundiougne. Le village natal du célèbre lutteur Yahya Diop Yekini a été fondé en 1097 à Damassara. Située à 3 heures de pirogue du département de Foundiougne, l'île de Bassoul est fondée en 1097. Ici, la pêche et l'immigration sont les principaux atouts de la commune de Bassoul. Bassoul est fondée par Ndiogou Sarr en 1097. Il a été classé patrimoine historique par l'UNESCO en 1981.
L'atout sur Bassoul, c'est le travail, en quelque sorte l'exode rural. On part en exode rural dans une période de 6 à 7 mois et on revient ici vers les fêtes de Tabaski et consorts. Notre atout aussi, c'est l'immigration, c'est l'atout majeur même. Notre activité principale, c'est la pêche artisanale. Nos pirogues sont jusqu'à Guinée-Conakry, Casamance, Bissau, Joal, mais ils sont plus fréquents à Joal-Fadiouk. Donc on part pour une durée, on revient pour quelques mois, se reposer et repartir. Cependant, des difficultés ne manquent pas. L'acheminement de matériaux de construction dans cette île très enclavée est un fardeau pour les populations. Bassoul est un village très enclavé qui fait partie des îles du Saloum. Mais notre difficulté, c'est les moyens de déplacement. On a les difficultés de moyens de déplacement. L'avancée de la mer fait la dégradation des maisons. Donc les maisons ne résistent pas à la dégradation. La mer est très salée. Ce que nous transportons dans le village pour travailler, pour construire des maisons, on les transporte par des pirogues. Et tout le monde n'a pas le moyen d'évacuer ces bagages. L'entrepreneur ne peut pas venir, c'est à cause de l'enclavement. Il dit que s'il vient ici, il va avoir des pertes. Parce que l'évacuation des bagages seulement, c'est un budget, c'est un autre budget dans le budget. Moi, j'ai vu un prof qu'on a affecté ici. Arrivé jusqu'à Nangan, on lui dit que tu dois faire 3 heures de pirogue dans la mer. Il dit qu'il ne peut pas. Il est retourné. Donc ça, c'est un problème. Ici aussi, on a des problèmes de logement, des structures publiques pour logement. Ça aussi, c'est un problème ici. L'île de Bassoul, par ailleurs, village natal du champion de lutte sérère Yahya Diop Yekini, compte plus de 10 000 habitants. Adama Sarr, merci. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.